Maintenant, on va voir une autre famille d'approches d'estimation non paramétrique qu'on dit d'estimation par noyau. Donc, l'estimation par noyau, c'est une estimation qui est encore plus douce que l'estimateur naïf d'histogramme, dans le sens qu'on va partir du même principe où on va finalement regarder l'influence de chacune des données, de chacune de nos échantillons de notre jeu, l'échantillonnage de la densité de probabilité. Mais on va utiliser un noyau adoucissant qui va adoucir un peu cet impact-là. Ce ne sera pas vraiment limité à plus ou moins H. Ça va être possiblement plus large comme influence, mais avec une descente qui est plus douce, plus qu'on s'éloigne. Typiquement, on prend ce qu'on appelle un noyau gaussien. Donc, un noyau gaussien, ça ressemble à ça ici. Si vous regardez ça, c'est sous la même forme que la loi normale, avec comme différence qu'on n'a pas vraiment x moins la valeur moyenne. On travaille directement avec ce qu'on appelle le U. Dans le fond, on donne le U à la fonction noyau. Donc, on n'a pas le vecteur moyen, l'écart type ici, mais sinon, la forme correspond pas mal à la formulation d'une loi normale, puis c'est voulu. Puis là, ce qu'on fait dans le fond, c'est qu'on fait une convolution. Donc, c'est comme si on va vraiment passer le noyau gaussien sur l'ensemble de l'espace, puis en tenant compte de l'impact des données qu'on va rencontrer. Ou dit différemment, tout simplement, c'est comme si on posait finalement un noyau gaussien sur chacune des données de notre jeu d'échantillonnage. Donc, on va les combiner, puis on va les additionner finalement. Donc, la formulation correspondante serait celle-ci, serait de dire que, bon, pour une estimation par noyau, en anglais, on appelle ça un kernel density estimation, le KDE, donc une estimation de densité par noyau, ça serait de faire la sommation pour l'ensemble des données. Donc, on a les données de 1 jusqu'à n ici. On fait la sommation ici. La sommation, puis la valeur noyau. Donc, cette sommation-là, c'est avec la valeur noyau correspondant à x, qui est notre donnée qui nous intéresse ici. Donc, on a le x ici, comme ça. Donc, on va aller chercher la valeur autour de x, moins le xt qui fait partie qui est selon la sommation qu'on a auparavant, le tout divisé par h. Donc, on va faire, donc, pour chaque donnée, la sommation de k, x moins xt divisé par h. Puis, on va ajuster la sommation en faisant une division par 1 sur nh. Et donc là, le noyau, ce qui est intéressant, c'est qu'il va déterminer la forme de l'influence des données. Donc, on va voir de quelle façon les données de notre jeu d'échantillonnage, de quelle façon tous les XT vont avoir une influence dans l'estimation P chapeau de X de notre loi de densité. Et la largeur de fenêtre va déterminer la largeur de l'influence des données. Donc, ces données-là, ces données échantillonnées-là, si on a un H qui est très élevé, ça veut dire qu'elles vont avoir une influence quand même dans une région très grande autour de leur position. Alors que si le H est beaucoup plus restreint, on va avoir une influence qui va être beaucoup plus locale, qui va être vraiment localisée autour de la donnée XT. Et donc, cette formulation-là, dans le fond, ça généralise l'estimation naïve d'histogramme qu'on vient juste de voir. Donc, l'estimation naïve d'histogramme, ça utilise une boîte. C'est vraiment une boîte disant, bon, dans plus ou moins H autour de X, la valeur est égale, et sinon, ailleurs, c'est 0. Et donc là, ici, avec un noyau gaussien, par exemple, l'influence va être sur l'ensemble du domaine, mais va être très faible à partir du moment qu'on s'éloigne moindrement de la donnée. Fait que, à 2, 3, 4 H de notre X d'intérêt, la valeur va être pratiquement négligeable. Vers 4, 5 H, là, ça va être vraiment négligeable. Donc, si on regarde avec les mêmes données qu'on avait tout à l'heure, 20 données qui sont encore une fois, on en a 5 ici, 3 là et le reste ici, on voit que l'estimation avec un noyau gaussien avec une largeur de 10 me donnerait ça ici. Donc là, ici, c'est très plat. C'est clairement un cas où il y a beaucoup d'adoucissement, trop pour avoir de l'information. Maintenant, si on regarde ça avec une largeur de 5, un H de 5, on voit que là, ça a quand même un peu la forme des données d'origine. Ça commence à ressembler, mais c'est quand même très aplati du fait que notre H est encore peut-être certainement trop élevé. Maintenant, pour H est égal à 2, là, on a un pic ici. Ça remonte ici, ça remonte là.
Là, je pense que c'est vraiment clairement la bonne configuration dans les 4 à utiliser. Et ça se rapproche beaucoup de ce qu'on a comme vraie densité ici. Donc, la ligne pointillée en rouge nous donne la vraie densité des données. Donc, on voit qu'on a un mode ici, puis ben, on a l'impression que c'est un mode ici. Dans le fond, si on regarde le jeu de données, c'est que ça continue à monter, mais c'est juste qu'on n'a pas de données ici dans ce coin-là. Donc, il n'y a pas trop de données dans ce coin-là, à gauche. Et finalement, ben, avec un H de 1, on voit que là, ça vient, bon, c'est encore pas mal, là, parce qu'on a quand même une pointe ici. On a quand même une montée ici, mais il y a une petite bosse. Je dirais que ça, c'est un artefact qui est pas nécessairement intéressant. Ici, on a nos deux données qui font deux bosses. C'est sûr que ces données-là sont présentes, fait qu'il faut en tenir compte. Euh, mais autrement, ça va. Je pense que c'est. Avec h est égal à 1, 0, c'est moins bon que h est égal à 2, mais c'est quand même pas catastrophique. Donc, on voit que la largeur de la fenêtre influence grandement l'estimation. Donc, lorsque le h est petit, chaque donnée a un effet local important, mais a peu d'effet à une certaine distance, mais localement autour du x, la donnée peut avoir un poids très important. Et inversement, lorsque le h est trop grand, comme on a vu tout à l'heure avec un h de 10, donc sur nos données, là, ça fait quelque chose de très doux, très adouci, donc trop adouci. Donc, il y a beaucoup de recoupements entre les noyaux, puis on ne voit pas vraiment la finesse dans les données selon ce qu'on a comme phénomène à modéliser. Des fois, ça peut être voulu parce qu'on a peut-être quelque chose de très bruité, on va avoir une estimation qui est très douce dans l'ensemble de l'espace, qui capture les grandes tendances, mais sans plus. Dans d'autres cas, on veut peut-être avoir plus de finesse, on veut réduire la largeur de fenêtre H, quitte à être peut-être plus sensible à l'échantillonnage qu'on fait. Et donc là, avec une estimation par noyau, on sait que l'estimateur va tendre vers la vraie densité lorsque on a une quantité de données qui tend vers l'infini. Ça, c'est un cas hypothétique, mais si on a énormément de données, un très grand nombre de données, mais là, ça devient intéressant parce qu'on est capable d'estimer, faire une estimation non paramétrique qui devrait correspondre à la vraie densité de nos données. Donc, pour que ça soit vrai, ça, il faut que la largeur de fenêtre tende vers 0. Il faut aller vers des très petites fenêtres, mais il faut quand même s'assurer que la largeur de fenêtre est suffisante pour avoir beaucoup de données dans chacune des fenêtres. Donc, de dire qu'à un certain point X, on a quand même une influence à plus ou moins H qui est présente de plusieurs données. Donc, on est à l'intérieur de la zone d'influence du noyau qui sont posées sur chacune des données. Donc, dit autrement, il faut que n fois h tende vers l'infini lorsque n tend vers l'infini et h tend vers 0. Typiquement, c'est une règle du pouce là, qui n'a pas nécessairement une très grande valeur, qui n'est pas nécessairement basée sur beaucoup de théories. C'est de dire qu'on va utiliser une largeur de fenêtre qui va correspondre, qui va être ajustée selon la racine carrée de n. Donc, plus n est grand, on va faire la racine carrée de n, puis on va donc ajuster la largeur de fenêtre selon une fenêtre qu'on utiliserait avec très peu de données qu'on appellerait H1. Donc, pour un certain jeu de... Donc, si par exemple, on double la taille du jeu de données, on va diviser la largeur de fenêtre par racine carrée de 2. Donc, voir un peu l'effet du nombre d'observations qu'on a dans notre jeu de données, donc avec la même distribution d'origine. Avec la première ligne ici, c'est n est égal à 10. Donc, on voit qu'avec une largeur de 2, on a une estimation qui n'est pas pire, mais sans plus, mais avec des largeurs plus petites, donc h est égal à 1 ou h est égal à 0,5. Là, ça semble avoir beaucoup de pics. On est très sensible à chacune des données, donc ce n'est pas nécessairement bon parce que notre n est plus faible. Cependant, si on augmente avec un n est égal à 100, donc là, on voit que notre estimation ici avec 2 est encore correcte, mais c'est quand même très doux. Alors que là, avec h est égal à 1, là, on a quelque chose qui est un petit peu plus fin, mais un petit peu bruité quand même dans ses valeurs. Ça reste quand même pas mal. Puis h est égal à 0,5 ici. Là, c'est clairement, il y a clairement beaucoup trop de bruit ici dans l'estimation. Ce n'est pas nécessairement ce qu'on cherche. Puis là, si on monte encore, si on va à n est égal à 1000, la ligne du bas, donc l'estimateur ici est très doux.
il correspond à ce qu'on s'attendait en général. L'estimateur avec h est égal à 1 est un peu plus ajusté. Puis là, l'estimateur avec h est égal à 0,5 quand même colle très bien à la courbe en rouge. On voit que là, on est capable vraiment d'avoir une belle estimation. C'est quand même plus intéressant. Donc, plus n augmente, plus on a de données, plus on peut réduire la valeur de h, plus on peut réduire la largeur du noyau pour faire des estimations qui sont pas trop douces, qui sont bonnes, mais qui ne sont pas trop sensibles à chacun des échantillons comme on a ici, où là, on a vraiment le cas dégénéré où on n'a pas assez de données, une largeur de bande trop petite. Et l'autre cas extrême, c'est celui-là ici, où là, on a une largeur trop grande. On pourrait avoir un meilleur estimateur en rapetissant le h, en resserrant la valeur de h. Donc, lorsqu'on utilise un certain noyau adoucissant, on a vu les résultats avec le noyau gaussien, mais il n'y a pas seulement le noyau gaussien qui est possible. On peut utiliser d'autres noyaux adoucissants. Donc, on veut des noyaux, donc une fonction noyau qui a toujours une valeur positive ou nulle. Donc, on veut s'assurer que la valeur de k d'un certain noyau soit toujours plus grande ou égale à 0 pour toutes les valeurs de x. On veut idéalement avoir l'aire sous la courbe qui est unitaire, c'est-à-dire qu'on veut que lorsqu'on intègre la fonction noyau entre moins l'infini et plus l'infini, ça donne 1. Donc ça, c'est intéressant parce qu'à partir de ça, on va s'assurer que si notre noyau respecte cette propriété-là, ça va se répercuter dans l'estimation qu'on fait. Puis l'estimation qu'on fait, qui est une densité de probabilité, doit aussi intégrer à 1 sur l'ensemble du domaine. On veut avoir aussi un noyau qui est centré sur l'origine, à savoir que sa valeur moyenne, son centroïde est à 0. Donc, sinon, le noyau va être biaisé d'un côté ou de l'autre, puis ça va aussi biaiser l'estimation qu'on va en faire de la densité. Donc, si les deux premières propriétés sont respectées, à savoir que la valeur de la fonction noyau est toujours positive ou nulle et ça l'intègre à 1, donc on peut dire que la fonction 1 pourrait correspondre à une fonction de densité de probabilité. Et si, donc, notre fonction k correspondrait à une fonction de densité de probabilité, l'estimation par noyau qu'on va en faire, le p chapeau de x qui va en résulter, va être également une densité de probabilité qui va être valide. Donc, c'est important d'avoir ces deux propriétés-là pour pouvoir s'assurer que notre estimateur est bon. Et aussi, ce qui est quand même très intéressant, c'est que si la fonction k est continue et différenciable sur le domaine, ça veut dire que notre estimation de densité va l'être également. Puis ça c'est vraiment bien si on veut faire le genre de traitement où on va faire calculer les minimums, les maximums, du moins avoir besoin de la dérivée de P chapeau X, ben, il faut que la fonction K soit dérivable, elle, pour y arriver. Sans avoir de cassure dans le domaine. Puis aussi, ce qui est intéressant, c'est d'évaluer le support. Le support, c'est la plage, l'étalement de valeur de la fonction noyau pour laquelle la valeur est non nulle. Et donc, ça, c'est intéressant pour limiter l'effet. Parce que, par exemple, le noyau gaussien, lui, a un support infini. Ça veut dire que la valeur n'est jamais nulle dans l'ensemble du domaine. Elle peut être très, très, très faible lorsqu'on est loin du centre du noyau, mais elle ne sera jamais égale précisément à 0. Et donc, ça peut être computationnellement, puis lorsqu'on fait des traitements analytiques, ça peut être un peu encombrant. Donc, à gérer, il faut le gérer, ça peut se gérer, mais c'est quand même moins intéressant que si le support était vraiment fixé pour avoir des valeurs nulles lorsqu'on est assez loin, finalement, du centre, lorsqu'on sort finalement du support. Donc, on va avoir un support fini. Donc, je vous montre 5 exemples de noyaux adoucissants. Donc, le noyau gaussien, on l'a vu, donc c'est celui qu'on a présenté tout à l'heure. Lui, il est intéressant parce qu'il est dérivable. Donc, on peut faire les dérivées partielles de la fonction gaussienne sans aucun problème. Mais comme je vous disais, le support n'est pas borné, fait que ça peut être problématique en ce sens-là.
mais ça reste quand même le noyau le plus souvent utilisé, c'est le noyau qui est le plus intéressant, puis qui est facile à comprendre parce que ça se rapporte directement à la loi normale en termes d'interprétation, même si c'est pas exactement, c'est comme un mélange, une densité mélange de loi normale avec chaque noyau, avec pour chaque donnée, un noyau qui est centré dessus. La fonction qu'on appelle soit boxcar, soit top hat, qui est finalement l'espèce de boîte qu'on faisait avec l'estimation naïve d'histogramme. Donc ça aurait cette forme-là. C'est seulement de dire qu'on a quelque chose qui est centré à x et qui vaut une valeur fixe entre x moins h et x plus h. Donc, ce qui est intéressant, c'est que le support est borné entre plus ou moins h, mais la fonction est non dérivable parce qu'on a des discontinuités ici qui font en sorte que la dérivée partielle n'est pas valide dans ces régions-là. Ceci dit, si on compare ici, donc on a la distribution selon une loi normale ici, donc c'est quand même assez doux, avec un estimateur naïf d'histogramme, avec la fonction top-hat, boxcar, peu importe, il y a différentes façons de l'appeler. Bien, avec suffisamment de données, c'est quand même pas trop mal, mais quand même du bruit. On voit qu'il y a quand même pas mal de bruit. Puis ça, c'est probablement associé à la forme du noyau qui a une coupure assez nette lorsqu'on dépasse x plus h ou x moins h. Sinon, il y a le noyau qu'on appelle Epanechnikov. Donc, c'est un noyau qui est défini comme ça ici, dans l'intervalle plus ou moins 1. Donc, ça a une forme qui peut rappeler un peu la loi, le noyau gaussien, mais avec l'avantage d'avoir un support qui est borné. Donc, en dehors de plus ou moins 1, la fonction vaut 0. Donc, le support est borné, mais la fonction est non dérivable. Étant donné la discontinuité à ces frontières-là, on peut dire qu'officiellement, c'est non dérivable. Même si en pratique, on peut le gérer numériquement, ce qui se passe à plus ou moins 1, directement sur les frontières, ça se gère quand même assez bien. Il y a aussi la fonction linéaire, ou on peut appeler aussi ça la fonction triangle. C'est égal à 1 moins valeur absolue de U pour U qui est entre moins 1 et 1. Donc ça a quelque chose qui ressemble à tout simplement à dire, c'est quelque chose qui est comme ça ici. Donc, autour, le pic est à X, à plus ou moins H autour de X, ça monte ou ça descend. Donc, on est sur une montée, une descente. Puis, lorsqu'on sort du support, ça vaut 0. Donc, c'est une fonction qui est quand même assez simple à comprendre, qui a une forme qui est cohérente avec, par exemple, le noyau gaussien, à savoir que sur la valeur, on est une valeur plus élevée. Plus qu'on s'éloigne, plus ça réduit. Puis lorsqu'on sort finalement du domaine, là, c'est là que c'est différent d'une loi normale, on tombe à une valeur de 0. Donc, c'est aussi non dérivable, quoi qu'on peut gérer les discontinuités de façon numérique. Et finalement, il y a le noyau cosinus qui correspond à cette équation-là, donc un support borné, mais une fonction non dérivable, encore une fois, à cause des discontinuités. Si on regarde ça ici, on voit quand même que les trois derniers se ressemblent beaucoup, là, Epanechnikov, linéaire et cosinus. Les valeurs sont très proches, ne sont pas exactement les mêmes, mais ça se ressemble beaucoup. Et donc là, on peut aller dans le cas multidimensionnel où là, on va faire une estimation par noyau en D dimensions. Donc l'équation ressemble à ça ici. Donc là, on a le H, mais le H est à puissance D, où D est la dimensionnalité. Et où là, on va appliquer la fonction noyau, mais sur la différence des vecteurs X et X moins T. Et donc là, on a une contrainte sur le noyau, c'est-à-dire que lorsqu'on l'intègre dans l'espace RD, dans l'espace à D dimensions, il faut que ça intègre à 1. Donc, encore une fois, pour s'assurer que ce qu'on a comme densité, ça va être aussi une densité valide. Et un noyau qui correspond à ça serait le noyau gaussien multivarié, qui est une extension du noyau gaussien qu'on a vu tout à l'heure et qui est encore une fois très cohérent avec la loi normale multivariée, à la différence qu'on n'a pas de matrice de covariance et de vecteur moyen, mais la forme rappelle ça, à savoir qu'on a 1 sur racine carrée de 2pi puissance d ici, qui est une fonction de normalisation, puis sinon on a exponentielle de moins. Donc ça ici, c'est ce qu'on appelle la norme L2 au carré. C'est de dire que finalement, c'est égal à la sommation de J est égal à 1 jusqu'à D
des UI au carré. Donc, on va prendre la valeur de chacune des composantes du vecteur U, puis on va le mettre au carré, puis on va sommer donc ces valeurs-là pour l'ensemble des dimensions de 1 jusqu'à D. Ou dit autrement, c'est que c'est très similaire à une distance euclidienne, mais là, on ne fait pas une distance entre deux vecteurs. On garde tout simplement la valeur du vecteur, puis on va faire la somme au carré de chacune des valeurs dans chacune des dimensions. On va dire, x pour la première dimension va être mis au carré, plus x pour la deuxième dimension mis au carré, et ainsi de suite jusqu'à la dixième dimension. Tout ça sommé au carré nous donne la norme L2. Et cette norme-là, on l'utilise à l'intérieur de l'exponentielle, donc moins norme L2 au carré du vecteur U divisé par 2. Et donc, ça, c'est sensible à la dimensionnalité. Lorsque le D est moindrement élevé, donc notre estimateur a besoin de beaucoup d'échantillons. Encore une fois, on est sensible à la malédiction de la dimensionnalité. Et on doit aussi s'assurer que les valeurs selon chacune des dimensions sont comparables. Si on a une dimension qui est dans une échelle de 0 à 1000 et une autre qui est une échelle entre 0 et 10 à la moins 2, ça va être très difficile à comparer parce que la composante qui est plus entre 0 et 1000 va être très, très pesante dans le calcul, puis elle va avoir vraiment un impact très important. Donc, dans ce cas-là, il faut quand même s'assurer que chacune des dimensions se compare et que, si nécessaire, on peut faire une normalisation pour les ramener dans une même plage de valeurs. Puis, donc, on peut même aller plus loin que ça. On peut faire une version du noyau où on utilise une estimation de la matrice de covariance. Donc, on prend chacune de nos données, on estime la covariance dans nos données, puis on utilise cette covariance-là pour normaliser notre estimateur par noyau. Donc, c'est tout à fait possible. Je ne dis pas que c'est très courant, mais c'est une façon de normaliser. Dans ce cas-là, on va vraiment ramener ça comme si c'était si ça revenait à une loi normale plus régulière, où là, on a fait une normalisation avec la variance-covariance. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à présent, on visait seulement à faire de l'estimation de densité. Donc, l'estimation de densité, ça nous donne la densité de notre donnée, mais ce n'est pas nécessairement directement ce qu'on veut si on veut faire du classement, de la régression. Donc, pour aller plus loin que ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire l'estimation de densité, comme l'estimation par noyau, mais dans une vue de classement. Et donc là, on va avoir l'estimateur de la probabilité de la vraisemblance, donc de dire c'est quoi la vraisemblance de classe estimée, le P de X pour la classe CI. Donc, on va dire l'estimateur, le P chapeau, le P de X pour CI, serait égal à cette équation-là, qui est très similaire avec la différence qu'on va regarder le NI. Le NI, c'est la quantité de données qu'on a pour la classe CI qui nous intéresse. Mais on a aussi le RIT également de l'autre côté. Donc, ça, c'est l'indicateur 0,1 à l'effet que le XT correspond à la classe CI ou non. Donc, cet indicateur-là, c'est tout simplement pour faire la somme sur toutes les données, peu importe la classe, mais on va conserver dans cette somme-là seulement les données pour lesquelles on s'intéresse à la classe correspondante, donc pour laquelle le RIT est égal à 1 et non 0. Donc, à partir de ça, on va avoir une estimation de la vraisemblance de classe. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va aller chercher aussi la probabilité a priori, donc le P chapeau de CI, qui va être égal à la quantité de données de la classe divisée par la quantité totale de données. Ça, c'est quand même assez trivial. Et on va dire donc que le H de I, la fonction discriminante qui nous intéresse, est égal à P chapeau de X, sachant CI, fois probabilité a priori de CI. Donc, on a retiré l'évidence parce qu'elle est la même pour toutes les classes. Et ça, bien, ça nous donne ce qui suit, ça nous donne quelque chose comme 1 sur n h puissance d, sommation pour les n données de la fonction noyau d'intérêt et avec la fonction RIT qui va moduler si ça correspond ou non à notre classe. Donc, vous voyez la grosse différence avec l'équation en haut, c'est ici. Pourquoi est-ce qu'on a ça ici? C'est dans le fond parce qu'on a ajouté finalement le P chapeau de CI qui est égal à ça. En fait, en multipliant par NI divisant par N, on a annulé le NI ici, donc le NI va disparaître, mais on va ajouter la division par N. C'est comme ça qu'on est capable d'en arriver à avoir une division par N et non par NI, parce qu'on a ajouté la probabilité a priori dans le calcul.
Donc, pour revenir un peu à la question de la largeur du noyau pour le classement, juste pour vous dire, pour l'estimation ici en 2 dimensions, euh, on voit différentes estimations en 2 dimensions selon différentes largeurs de noyau. Et donc, on a le cas où le noyau est clairement trop étroit. Donc, ce qu'on va avoir, c'est quelque chose qui va être très pixelisé. Ici, on voit qu'il y a quand même beaucoup d'artefacts de pixelisation. Dans un cas où c'est beaucoup plus doux, on voit que c'est bon, ça c'est la vraie PDF, là. Bon, on va regarder plus ici. On voit qu'avec un histogramme, c'est encore très brut. Ça veut dire que ça ne change pas, c'est la même chose. Mais avec l'estimation par noyau, avec un noyau grossier, ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus moyen, probablement trop ici. Puis Panichnikov, ce n'est pas très différent. C'est vraiment entre les deux, où là, lorsqu'on a juste la bonne taille de noyau, on va avoir quand même une estimation. Si on compare ça avec, je vais effacer ici, là. Si on compare celui-là ici avec celui-là ici, qui est la vérité, on voit qu'on est quand même, bon, pas tout à fait égal, mais ça a une bonne ressemblance. Donc, quand même, l'ajustement de la taille du noyau est intéressant. Donc, avec ça, on est capable d'estimer les densités de probabilité, puis on peut faire une estimation par classe, puis avec ça, bien, on peut faire du classement avec la règle de Bayes, comme on a vu la semaine dernière directement, et ce, sans devoir poser a priori la loi de densité qu'on va utiliser. Donc, la loi de densité ne sera pas déterminée à l'avance, on va tout simplement l'estimer à partir des données. Donc, c'est très intéressant sous l'aspect de ne pas avoir à définir notre densité, de ne pas supposer un modèle précis, mais ça a l'inconvénient que quand même, ça ne va pas en très haute dimensionnalité, ça gère une dimension, 2 dimensions, peut-être 3, 4, mais pas beaucoup plus que ça, ce n'est pas très performant sinon.